Bonjour les HLP. Alors, je reviens vers vous concernant ce que je vous avais annoncé, à savoir une synthèse sur l'histoire de l'utopie et de la dystopie du XVIe au XXIe siècle. Donc, je vous conseille d'avoir sous les yeux une feuille avec un stylo et de prendre en note le titre, donc Histoire de l'utopie et de la dystopie. Je vous rappelle que dystopie s'écrit D-Y-S, de la même manière que la dyslexie ou la dysorthographie, c'est une modification, un défaut de. Donc l'utopie, vous vous rappelez, on avait dit que c'est un monde imaginaire fictif et idéal, alors que la dystopie, c'est aussi un monde imaginaire, fictif, qui semble au premier abord idéal, et qui en réalité se révèle être épouvantable, notamment épouvantable pour l'individu. C'est ce qu'on voit d'ailleurs par exemple dans Le meilleur des mondes de Huxley. Donc premier point, grand 1, l'utopie au XVIe et au XVIIe siècle. Petit 1, l'utopie et l'humanisme. Vous vous souvenez que l'humanisme, on l'avait, vous l'avez sans doute vu lorsque vous avez, vous l'avez peut-être vu si vous avez travaillé sur Montaigne, les essais qui sont au programme. Donc l'humanisme, c'est ce mouvement littéraire qui va mettre au cœur de ses réflexions l'humain et sa capacité de progrès. Donc, petit 1, utopie et humanisme. Donc d'abord, se souvenir que le genre de l'utopie, il est inventé par Thomas More. On a fait un extrait de cet auteur jeudi dernier. Et que le mot utopie est lui-même formé à partir du préfixe grec u, qui est un préfixe privatif, qu'on pourrait traduire par nom, et le topos, qui est le lieu. Donc le lieu qui n'existe pas. Ce genre, il provient donc de la Renaissance, et il affirme la dignité particulière de l'homme dans l'univers. C'est-à-dire que l'homme a une paraplace dans les créations de Dieu. L'humaniste se considère volontiers comme citoyen du monde et non pas un individu particulier. C'est vraiment le monde. Il imagine des relations humaines pacifiées, donc un monde de paix qui, bien évidemment, ne correspond pas du tout au monde dans lequel il vit, parce que, par exemple, en France, au XVIe siècle, les guerres de religion font rage jusqu'en 1592. La douceur de vivre et la modération des désirs et des plaisirs, c'est aussi une autre facette de l'humanisme. Donc pourquoi douceur de vivre? Parce que voilà, y a un bien-être que l'on voit dans les différents extraits que l'on a étudiés. Et puis modération des désirs et des plaisirs, parce que à partir du moment où on a des plaisirs et des désirs modérés, ça nous permet d'échapper à ce que Descartes au XVIIe siècle appelle les passions, c'est-à-dire toutes ces pulsions de l'homme plus fortes que lui, qui risquent de le dépasser, comme la colère, la jalousie ou la passion amoureuse. Donc avec la modération des désirs et des plaisirs, on évite d'être dominé par ces passions, et donc on peut vivre sereinement dans une société pacifique. Souvenez-vous, c'est un principe que l'on trouve dans toutes les religions, mais qui est aussi simplement un principe moral. Il faut aimer l'autre comme soi-même. C'est d'ailleurs un principe que Erasme, philosophe donc, du XVIe siècle, a rappelé lorsqu'il a publié et rédigé la préface de l'Utopie en 1517 et 1518. Campanella, on l'a vu, lui aussi, veut faire appel à la fiction utopique pour construire un monde nouveau. Comme chez Thomas More, la communauté des Solariens l'emporte sur l'individu. On a bien vu que c'était le communautaire, l'espèce de communautarisme qui l'emportait sur l'individualité. Et si chacun se plie à la règle ensemble, c'est parce qu'il comprend que cette règle, c'est la meilleure pour lui. Ensuite, petit 2, l'utopie et la révolution scientifique.
Alors, l'utopie, en particulier celle de Bacon, un philosophe anglais, donc B-A-C-O-N, comme le bacon que l'on mange, son utopie porte la trace de ses activités scientifiques et philosophiques. En effet, cet auteur est surtout connu pour un ouvrage paru en latin, qui est encore à l'époque la langue entre guillemets savante, un ouvrage donc, qui s'appelle en latin Novum Organum Scientiarium, c'est-à-dire Nouvel outil des sciences, qui est un ouvrage dans lequel Bacon se veut à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire qu'il va concevoir ce qu'il appelle la science entre guillemets opérative. La science opérative, elle relève à la fois de la connaissance théorique du monde et de l'action sur le monde pour le transformer. Et ce que l'homme y gagne, c'est une amélioration de ses conditions de vie. Ensuite, en grand 2, on change de siècle. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'utopie va être au service de l'histoire. Donc l'histoire avec un grand H. Particulièrement, vous le savez, l'époque du XVIIIe siècle, des Lumières, est une histoire extrêmement bouleversée sur le point de vue des relations sociales entre les hommes, l'émergence finalement aussi de ce que c'est que l'individu, le peuple, et le XIXe siècle sera un siècle tout aussi perturbé d'un point de vue historique. Donc petit 1, le recours des Lumières à la fiction critique. Donc, quand je dis lumière, ce n'est pas la lumière là qui est en train de m'éclairer, d'accord, hein, c'est les Lumières avec un grand L, ce mouvement littéraire et philosophique qui se rapproche de l'humanisme en cela qu'il met l'homme au centre de ses préoccupations et a pour mission d'éclairer les consciences contre le fanatisme religieux, par exemple, l'obscurantisme politique, etc. Donc les écrivains et les penseurs des Lumières recourent au motif de l'utopie qui consiste à imaginer un état autre et meilleur que le monde réel. Et au XVIIIe siècle, l'utopie a souvent une fonction critique, puisqu'elle offre à penser ce qui pourrait exister afin de rendre le réel afin de rendre le réel différent de ce qui existe. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple chez Marivaux, dans le premier extrait que l'on a fait, hein, où les rôles étaient inversés. L'autorité des maîtres sur les esclaves et l'autorité des hommes sur les femmes se trouvait contestée par les personnages. Toutefois, avec Marivaux, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas au final de véritable remise en cause de la société, dans la mesure où à la fin de l'île des esclaves, chacun reprend son rôle. C'est-à-dire que le maître, Iphicrate, redevient le maître et Arlequin, l'esclave, redevient l'esclave. Simplement, leurs relations ont pu évoluer puisque Arlequin a montré à son maître à quel point il pouvait se montrer horrible vis-à-vis de lui, humiliant, méchant, cruel, enfin tout ce que vous voulez. Mercier, lui, là aussi on l'a vu, là on l'a vu jeudi dernier, prône lui une utopie particulière parce qu'elle se situe dans le temps et non pas dans un espace éloigné. L'originalité repose ici sur le fait que l'utopie n'est plus un monde meilleur loin d'une autre, elle est un monde produit, enfin elle est une utopie produite par l'histoire. Hein. Souvenez-vous, on est dans les années 2044 si je ne m'abuse. Donc cette utopie, elle serait le fruit d'une évolution, un processus de progrès produit par l'action humaine. Ensuite, deuxième point, au XIXe siècle, c'est l'âge d'or de ce qu'on a appelé les utopies communautaires et socialistes. Alors, il faut savoir que c'est une donnée fondamentale du genre. L'utopie varie selon les circonstances historiques, évidemment. Au XIXe siècle, on va donc assister à l'explosion de l'utopie sociale, communautaire, qui a indiscutablement influencé les théories socialistes, par exemple celles de Marx ou de Lénine. Pour les utopistes du XIXe siècle, l'ère industrielle introduit la nécessité d'imaginer des sociétés qui permettent à tous
et à tous les individus d'atteindre le bonheur, mais dans l'idée que tout cela ne peut se faire que d'un point de vue d'une réflexion globale. Parmi les utopistes les plus importants, on peut citer par exemple Charles Fourier, Fourier, donc un auteur français, qui espère créer l'harmonie sociale en s'appuyant sur les passions humaines. Donc vous voyez que là, il y a une grande distinction par rapport au genre de l'utopie tel qu'il était pratiqué au XVIe, où au contraire, il fallait se méfier des passions. Là, Fourier, lui, il espère créer l'unité sociale en s'appuyant sur les passions humaines. Enfin, grand 3, l'ère du doute, avec la dystopie au XXe et XXIe siècle. En effet, au XXe et XXIe siècle, on parle d'ère du doute parce que le genre utopique va évoluer en rapport avec donc l'histoire et ce sera l'émergence de ce qu'on a appelé la dystopie, avec D-Y-S-T-O-P-I. Les expériences politiques du XIXe siècle, les progrès scientifiques du XXe mais aussi du XXIe siècle sont traduits en littérature par des fictions dans lesquelles l'individu se retrouve brisé par la puissance de l'État ou d'institutions diverses. C'est par exemple le cas d'Anderton dans Rapport minoritaire, puisqu'il est brisé par des règles que lui-même a établies et qui sont fondées sur des expériences scientifiques. Donc dans ces fictions, l'individu se trouve souvent brisé par la puissance de l'État, d'institutions diverses, et cette soumission s'exerce précisément au nom du bonheur. Pré-crime, ça a été inventé pour éviter les crimes. D'accord ? Le genre de la dystopie, finalement, à la manière d'une fable, de tout écrit, d'ailleurs, d'argumentation, enfin, plutôt comme une fable, on va dire, ou comme un écrit philosophique, comme un récit philosophique, par exemple, on peut penser à Candide. Donc ce genre de la dystopie sert à montrer l'écrasement de l'individu. Et cette inquiétude sur le sort réservé à l'individu est à mettre en relation avec les expériences totalitaires que le XXe siècle a connues. Donc par exemple, le communisme en URSS ou en Chine ont montré voilà, toutes les dérives totalitaires qui pouvaient avoir lieu avec cette idée que la société, le communautaire devait primer sur l'individu. Les points communs entre les dystopies et les totalitarismes sont en effet nombreux, avec la création d'un homme nouveau, la volonté d'effacer toute trace du passé, la suppression de toute forme de vie privée également. On peut penser par exemple au livre de George Orwell, 1984, dont on connaît une phrase célèbre, en anglais d'ailleurs, Big Brother is watching you, ça veut dire Big Brother, le grand frère est en train de te regarder. En fait, ça désigne donc un système dans lequel les individus sont placés en permanence sous le regard de caméra et sous l'oreille de micro qui espionne perpétuellement les faits et gestes de chaque individu et signale à une machine particulièrement douée d'un point de vue scientifique tous les écarts qui pourraient avoir lieu dans le comportement d'un individu qui alors est mis à l'écart et envoyé dans des camps de redressement. Voilà, donc j'espère avoir été suffisamment synthétique. Si vous avez eu du mal à prendre des notes, l'avantage c'est que comme c'est sur une vidéo, vous pouvez vous la repasser jusqu'à prendre les notes qui vous semblent les plus importantes. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur travail sur rapport minoritaire, maintenant ça va être trop tard.
En revanche, ce que vous pouvez faire, puisque je sais que vous êtes des pros du streaming, c'est aller voir ce qui se passe dans Minority Report, le film de 2002, donc avec Tom Cruise qui incarne le héros, Anderton. C'est Anderton qui reçoit des précogs, une vision le concernant comme quoi il va être le meurtrier. Voilà. Et donc j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui ont pris Ravage comme texte pour la lecture cursive que je vous demande de faire d'ici le 20 mai. N'hésitez pas à prendre les chroniques martiennes, c'est aussi, alors c'est peut-être quelque chose avec quoi vous êtes moins familier, parce qu'effectivement Barjavel, on étudie souvent la nuit des temps, mais je vous assure que les chroniques martiennes, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Moi je l'ai découvert l'année dernière grâce à Madame Jacquamont, et j'ai tout de suite adoré. Je me suis dit, tiens, l'année prochaine je le proposerai à mes élèves de HLP. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et voir si ça peut vous plaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour la semaine prochaine en vue du bac blanc, donc l'écrit, l'oral. Et puis, donc on ne se retrouve pas le jeudi 13 mai puisque c'est le jeudi de l'Ascension. On se retrouve le jeudi 20 mai, date à laquelle vous aurez donc 1 heure pour le contrôle de lecture. Et ensuite, la deuxième œuvre, on attaquera sur le dernier chapitre de l'année qui concerne l'homme et l'animal. Voilà, bonne journée, bon week-end et bon courage. Au revoir.